Vous avez déjà entendu parler du rétro gaming japonais, mais saviez-vous qu'au-delà du simple passionné, il y a les collectionneurs, ceux qui ne désirent que le full set, ceux qui ne recherchent que le blister ou simplement la nostalgie. Pour comprendre qui ils sont, Japon Investigation a rencontré ces amoureux du beau produit au cours d'une vente aux enchères. D'où vous est venue l'idée d'organiser ça, tout simplement? Alors en fait, ça fait 3 ans qu'on a eu l'idée de créer une vente, tout simplement. À la base, l'idée, elle venait tout simplement d'amener le jeu vidéo et le média du jeu vidéo dans une vente, on va dire, plus traditionnelle. C'est-à-dire comme tu pouvais le voir pour des BD, pour des vinyles, pour des meubles de collection, etc. Parce qu'on estimait que c'était un média qui avait sa place dans le patrimoine et dans ce genre de lieu, tout simplement. Donc c'était il y a 3 ans ça, entre temps il y a pas mal d'eau qui ont coulé sous les ponts, étant donné qu'on a déménagé, on a eu pas mal de choses à faire avec le magasin, donc j'ai dû jongler avec le temps et malheureusement j'ai pas forcément eu le temps ces dernières Mais finalement vous y êtes arrivé. Et finalement à force de travail, on a réussi à trouver du temps pour pouvoir organiser cet événement. Si tu devais me faire un bilan de cette première édition, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'il faudra changer sur une prochaine. Alors ce qu'on a remarqué, la tendance, et je pense que ça doit être pareil pour notre confrère de chez Millon, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'enchères qui se font online. Plus que sur place. Plus que sur place, étant donné que visiblement c'est pas que pour notre milieu, hein, c'est d'ordre général dans la vente aux enchères. Visiblement les gens ont tendance à tout simplement, c'est la modernité, hein, ils ont tendance à rester chez eux et à enchérir directement online, quoi. Donc, ce qui est moins fun. Oui, c'est moins marrant, étant donné que nous, tu vois, comme tu peux le voir. T'as envie de discuter avec les gens, avec les passionnés. Ouais, c'est ça. Nous, tu vois, on a voulu avoir un lieu sympa, donc le Ludopole. On a voulu faire des vitrines, comme tu peux le voir derrière moi. On a essayé de mettre les choses en avant. Et on a discuté avec des gens, donc il y a des gens qui ont joué le jeu, hein. On a voulu discuter avec les passionnés directement sur place. Et bien sûr, d'une part les nostalgiques, donc Monsieur Tout-le-Monde qui avait sa console de jeu quand il était petit, qui veut rejouer d'une part au jeu auquel il jouait dans son enfance et qu'il avait peut-être revendu ou donné à des cousins ou que sais-je encore. Également dans cette catégorie de personnes, il y a les nostalgiques des jeux qu'ils n'ont pas eu, soit qu'ils les ont empruntés. Maintenant qu'ils ont de l'argent, ils vont essayer de les racheter. Ça va leur coûter plus cher. Hein. Oui, a priori, ça risque de coûter plus cher pour pas mal de choses. Et puis derrière, effectivement, on voit de plus en plus l'apparition de gens, grâce à Internet, la démocratisation du jeu rétro, beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube, par exemple le joueur du grenier. Tu penses que Internet a permis ça permet une vraie démocratisation de ce type de produit? Une vraie démocratisation, les gens découvrent des jeux qui sont pas forcément au goût du jour graphiquement, mais effectivement en termes de gameplay, de plaisir de jeu, qui sont parfois infiniment supérieurs à ce qu'il fait aujourd'hui. Et il faut bien dire, souvent bien moins cher que les jeux plus récents, donc ils essayent, ils y prennent plaisir, et puis petit à petit ils sombrent du côté de la collection. Donc d'abord on essaye de récupérer tous les bons jeux d'une console, puis on essaye de récupérer tous les jeux de la console, puis on passe sur les jeux neufs, et puis là c'est une espèce d'engrenage. T'as énormément de collectionneurs qui collectionnent de façon totalement différente, quoi. Que ce soit du blister, que ce soit juste de la console, que ce soit du jeu français, du jeu Jap, etc. Enfin, c'est vraiment assez homogène. Alors par exemple là on a ce qui s'appelle un full set. Alors ce full set il a quoi de particulier? C'est du méga CD japonais. C'est ça, c'est le full set méga CD japonais, donc c'est-à-dire que tu as tous les jeux méga CD qui sont sortis au Japon. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne savait pas qu'il y avait eu autant de jeux sur méga CD. Exactement. Étant donné que c'est une console qui est un peu tombée dans l'oubli. Donc là, pour le coup, sur cette vente-là, en tout cas, c'était la première fois sur une vente aux enchères traditionnelle qu'on avait un set complet sur une seule console. D'accord. Oui, évidemment, il fallait pas prendre ça aurait été plus compliqué sur une Super Famicom, par exemple. Ouais, voilà. Là, surtout que là, la moitié des jeux sont neufs, donc automatiquement, ça aurait été. Donc là, la moitié des jeux sont état neuf. Non, ils sont état neuf et l'autre moitié est sous blister. Ah d'accord, donc c'est vraiment une collection exceptionnelle. Là, c'est assez costaud. Ouais. De notre point de vue, on en est au début. Je pense qu'il y a des passionnés qui s'intéressent à ça depuis une vingtaine d'années, mais de notre point de vue, on en est au début. C'est-à-dire que le marché n'est pas encore installé, le marché n'est pas encore installé, le marché n'est pas encore professionnalisé. On est encore un marché largement amateur. Donc ça voudrait dire qu'il vaut mieux s'y mettre maintenant
pour faire des collections maintenant, parce qu'on peut dire que finalement ça va encore monter. On se disait déjà que ça avait énormément monté, mais si on en est vraiment qu'au début et qu'un jour ça se professionnalise, il vaut mieux collectionner maintenant. Alors c'est impossible de pouvoir. On peut jamais prévoir. On peut jamais C'est prévoir ça, la l'avenir, leçon. sur les jeux technologiques. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui pourrait être, ce qui sera encore, ce qui dans 20 ans sera encore exploitable, sera encore exploitable technologiquement. Ouais, si on pourrait les brancher quelque Ouais, part. si on pourrait les brancher quelque part, si ce sera encore compatible, si ce sera encore, voilà, donc ça, je pense. Ça peut être une limite que n'ont pas les jouets. Voilà, ça peut être une limite que n'ont pas tous les jouets. Mais justement, c'est ce qui aussi va déclencher la rareté et la cherté des lots. C'est justement des choses qui seront encore exploitables dans 20 ans. C'est pour ça, par exemple, que tout ce qu'on appelle sous blister, neuf, en très très bon état, peut doubler, tripler, voire On cherche x10. toujours le mouton à 5 pattes. Donc c'est-à-dire que le jeu ancien que tout le monde veut et qui est encore sous blister, ouais, ça vaudra toujours quelque chose. Chaque collectionneur est unique, avec sa propre motivation et une conception très personnelle du Saint Graal vidéoludique. Toi, tous ces jeux que tu collectionnais, c'était pourquoi? C'était pour le plaisir, pour la collection, pour les revendre, pour faire de l'argent? Alors moi quand je collectionnais à l'époque c'était pour récupérer les jeux que je n'avais pas pu acheter quand j'étais enfant parce que mes parents avaient un budget limité, donc ils m'achetaient beaucoup de jeux et j'en achetais moi-même avec mon argent de poche, mais c'était surtout rattraper un peu son enfance et racheter un maximum de jeux que je désirais. Et moi j'avais pas la collectionnite aiguë de vouloir acheter des full sets, d'avoir la collection complète des jeux. De tout, ouais. De tout. Tu prenais les jaquettes qui te faisaient plaisir, Exactement, les jeux qui t'éclataient. Voilà, les jeux que j'adorais et les jeux qui avaient vraiment les plus belles jaquettes. Après, au niveau des consoles, effectivement, pour ce qui est de la Mega Drive, tout ce qui était Sega, j'essayais d'avoir quasiment tous les modèles en hardware, quoi. Mais voilà, ça se limitait à ça. J'ai jamais été collectionneur de full set. Par contre, Pourquoi Sega? Parce que pour moi, les jaquettes de jeux Game Gear japonais, les jaquettes de jeux Mega Drive japonais, il n'y a jamais eu plus beau que ça. Et les boîtiers des consoles Mega Drive japonaises, les Wonder Mega, les Multiméga, même les Multiméga européens, la boîte est sympathique. Enfin, je veux dire, moi j'ai gardé toutes ces consoles, je les ai toujours et je pense que je ne les revendrai jamais parce que vraiment, c'est vraiment du sentiment, quoi. Je suis vraiment attaché aux artworks des jeux et les boîtes des consoles sont magnifiques. Les consoles sont magnifiques, je veux dire un Wonder Mega Victor, Sega 1 et 2, enfin voilà. Donc c'est plus l'objet finalement que les jeux eux-mêmes au bout d'un moment dans la collection. Voilà, et puis c'est surtout de l'affect, quoi. C'est vraiment ce qui m'a marqué quand j'étais enfant, quand tu regardais les consoles plus, les joypads, tu vois les prototypes dedans, enfin voilà, tu vois les Wonder Mega qui allaient sortir, enfin c'était la folie, quoi. Alors ça c'est quoi en fait? En fait, Messanao c'est une boutique qui n'existe plus au Japon. Qui a existé pendant quelques années et ils vendaient cette version. Quand tu précommandais le jeu, tu avais la carte téléphonique. Donc Astra Superstar. Et donc si tu achetais cette version, dans le magasin Messanao, tu précommandais ça. La carte téléphonique. Voilà, pour les 100 ou 200 premières précommandes. D'accord. Et ça, donc ça, il n'y a que toi qui l'as. C'est un truc hyper rare. Actuellement, j'en connais pas d'autres. Voilà, donc aujourd'hui, ce genre de produit, voilà, c'est de l'offre et de la demande, ça n'a pas de prix. Ouais, on va dire ça. Totalement. Ça aurait été marrant là qu'on ait un truc pour naviguer dans Paris, hein, comme cette e-Saturn là, avec un GPS aux années 90. Mais c'est dingue ça, t'avais des sortes de maps, de cartes. Ouais. Alors moi je t'avoue que je l'ai ouverte quand je l'ai acheté ça je crois que je l'ai acheté en 2000, donc il y a 14 ans. Après c'est resté dans le carton, comme la plupart de mes consoles. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai remis en vente mes Game Gear. Il y en avait 2 qui n'étaient pas ouvertes, mais les autres étaient ouvertes. Et donc moi, forcément, vu que je les vends aux enchères, je les teste avant de les vendre. Et il y en avait au moins 3 des neuves qui ne marchaient plus en fait. Donc j'ai dû les faire réparer. Et donc c'est assez saugrenu pour un ancien collectionneur comme moi d'avoir une console neuve qui en fait ne marche pas. Donc ça c'est le problème aussi. Tu peux avoir un degré de maniaquerie extrême dans la collectionnite. Moi je sais que j'étais pas un psychopathe non plus, mais des potes, Chris lui était beaucoup plus maniaque que moi quant à l'état des jeux, l'état des consoles. Il y a des mecs, c'est des vrais psychopathes, quoi. Ils conservent leurs consoles. Mais ils ont raison, hein. Moi c'est vraiment du travail d'archiviste, d'historien. Ils conservent les consoles dans des box en plastique, à l'abri de la poussière, du soleil. Et du coup, pour avoir vraiment, au final, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 100 ans après, la console, dans l'état neuf,
qui étaient vendus en magasin. Donc moi je suis pas sensible à ça pour les consoles, mais c'est vrai que pour certains jouets, je collectionne aussi les jouets, je collectionne un peu tout moi, les ennuis financiers aussi. Tu m'étonnes. Si vous voulez débuter dans le rétro, certains constructeurs ont pensé à tout pour vous simplifier la vie. Les consoles peuvent valoir relativement cher et surtout elles ne sont pas adaptées au système de télé moderne type LCD. Et vous avez une solution. C'est la fameuse La Retro N5. la Retro N5. Alors qu'est-ce que c'est donc? Alors en gros c'est une console qui va faire Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Color et Game Boy Advance. Donc le tout en HDMI, donc on peut les faire tourner sur du LCD sans aucun problème, avec un signal RGB. Et concrètement c'est une petite révolution dans le milieu du rétro gaming, étant donné qu'on a la possibilité d'avoir un rendu nickel. Donc là par exemple tu fais un jeu Jap, ça prend les jeux japonais, c'est ça qui est intéressant. Mais évidemment, c'est légal. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les jeux originaux, ce n'est pas de bien sûr, l'émulation. tout à fait. Non, C'est non, les vrais jeux, c'est pas des ROM. Tout à fait. Là, c'est vraiment la cartouche qui est au centre vraiment de la console. C'est-à-dire qu'à chaque changement de jeu, c'est vraiment un changement de cartouche comme à l'époque, avec les petites cartouches dans lesquelles on souffle. D'accord, donc ce que tu gagnes, c'est on va dire, tu gagnes sans doute sur le prix de la machine, puisqu'elle fait plusieurs machines en une. Tu gagnes sur l'affichage, vu que c'est optimisé, plus ou moins avec des filtres pour les écrans d'aujourd'hui. Mais du coup, alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire quand tu es collectionneur? Quand tu es collectionneur, en fait, ce qui est intéressant avec cette console, c'est qu'elle s'adresse aux néophytes du rétro, mais aussi aux collectionneurs. Parce que même moi, en tant que collectionneur, mes consoles vont retourner dans leur boîte, vont retourner sur leurs petites étagères, au chaud. Mais t'es pas obligé de les sortir, quoi. Voilà, c'est Tu exactement sors un ça. truc qui prend tous les jeux en un. Là, ce qui est génial, c'est que j'ai surtout qu'un seul câble. C'est un seul câble HDMI pour faire 12 consoles différentes. Finalement, les collectionneurs sont les historiens du jeu vidéo, les gardiens nécessaires d'un âge d'or japonais. Les jaquettes les plus moches du monde. Black Belt, hein. Voilà. Champion de la Ouh mocheté. là là, Black Belt, ouais. Bah écoute, Hokuto no Ken en japonais avec une pochette magnifique, quoi. Donc là, c'est vraiment le contraste maximum entre la version PAL et la version japonaise, avec un jeu qui est censuré en français. Donc en fait, c'était Hokuto no Ken en japonais. Voilà. Ça devient Black Belt en français avec Voilà, une jaquette espèce de dégueulasse. karatéka, voilà, ouais.